Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de La Vie du 13, c'est le numéro 5, sans transition générique. Je suis encore une fois très content de vous retrouver dans ce nouvel numéro. La dernière fois, nous avions échangé sur pas mal de sujets concernant le 13e, concernant la situation et les élections européennes à l'époque. Alors j'aimerais revenir justement sur ces questions pour pouvoir échanger avec vous à l'aune de l'actualité. Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir, on est assez déçus des résultats qu'a réalisé la France Insoumise à l'issue de l'élection européenne. Ce que je vous avais dit s'est effectivement passé, en tout cas mes craintes se sont révélées justes. L'électorat de la France Insoumise est celui qui s'est mobilisé le moins bien, puisque en fait l'électorat de Mélenchon, l'électorat de la France Insoumise de 2017, s'est mobilisé 20 points de moins que celui de Macron, que celui de Le Pen ou celui du Parti Socialiste. Et ça a donné ces résultats-là. Bien évidemment, à un moment donné, il faut que nous, on se pose aussi les questions sur pourquoi on n'a pas mobilisé autant nos électeurs, nos sympathisants. C'est jamais la faute des gens, donc c'est jamais de votre faute. Il faut qu'on se pose la question. Mais malheureusement, comme j'avais prévenu, si on laissait La République En Marche et le Rassemblement National caracoler en tête de ces élections, ça serait beaucoup plus dur pour la suite. Ça ne veut pas dire forcément que la mission est impossible ou que ce que représente la France Insoumise au niveau de ses idées soit quelque chose aujourd'hui qui a disparu. Bien au contraire, la sympathie à notre égard existe. Le fait d'avoir un espace politique qui représente les idées de partage, les idées du social, les idées de l'écologie populaire et l'idée aussi d'une autre démocratie avec une 6ème République, etc., sont des idées qui ont encore beaucoup d'espace et qui ont de l'avenir, parce que je pense que nous n'avons pas le choix que d'emprunter ce chemin qui est celui de l'avenir en commun. Bien sûr, on aura des échéances qui vont venir, notamment la mise en place de manière concrète de ce qu'est la Fédération populaire. Cette Fédération populaire où nous voulons effectivement rassembler le peuple, les citoyens, sur un projet commun et non pas une série d'attelages de partis, même si nous respectons les partis. Donc nous nous adressons aux citoyens, nous nous adressons aux responsables associatifs, aux responsables syndicaux, aux responsables aussi politiques qui veulent construire avec nous cette Fédération populaire, à commencer par les prochaines élections municipales, mais bien avant aussi, en étant concrètement dans les luttes, notamment celles contre la privatisation des aéroports de Paris, en étant dans les luttes et dans les luttes quotidiennes de nos quartiers, sur les sujets de logement, sur les sujets d'écologie, sur également toute une série de questions qui relèvent de la démocratie, mais également de lutte contre les discriminations dont sont victimes un nombre de nos concitoyens. Toujours en lien avec les précédentes vidéos, je vous avais parlé du centre Georges Eastman la dernière fois. J'aimerais juste vous donner quelques nouvelles parce que vraisemblablement, ce projet-là, la mairie en tout cas, est obstinée pour aller jusqu'au bout. Ça tombe bien, nous aussi dans la lutte, on est obstinés pour aller jusqu'au bout aussi de notre opposition à ce projet qui est mortifère. Mortifère parce que, comme je le cite, M. Eastman a laissé un legs aux Parisiens, donc un patrimoine historique. Ce patrimoine historique, aujourd'hui, M. Koumé, qui est le maire du 13e, mais avec une vision qui est vraiment celle du XXe siècle, veut léguer ce bien, ce patrimoine, à des promoteurs privés. C'est le seul point qu'il assume en tant que tel. J'ai été à la réunion publique qui a été organisée par la mairie du 13e, justement à ce sujet, et j'ai pu l'interpeller sur 3 questions. D'abord, est-ce vrai que c'est quelque chose qu'on veut léguer à du privé pour justement qu'il puisse faire du bénéfice? Alors sa réponse fut claire au moins sur ce point en me disant oui, et puis il y aura un grand restaurant, et puis ça sera payant, etc., etc. Par contre, sur le devenir des personnels qui travaillent à la fois au niveau du centre dentaire et également sur le centre de recherche sur la pollution à Paris, là, on n'a pas eu de réponse claire du tout, voire même pas de réponse tout court. Et sur le coût des 55 millions d'euros dont je parlais également lors des précédents épisodes, et là aussi, c'est silence radio, ce qui veut dire quelque sorte que l'absence de réponse vaut acquiescement à mes arguments. Donc je comprends qu'en plus de ça, on va délapider l'argent public en plus de filer un trésor parisien au privé. Bon, chacun sa politique et chacun sera jugé en fonction de ses actes, de ses intentions et de ses réalisations, le moment venu par les habitants du 13e et de Paris. Alors un autre sujet sur lequel j'avais averti depuis plusieurs semaines et sur lequel j'ai consacré y compris une partie du premier numéro que nous avions réalisé, c'était le sujet de l'incinérateur de Paris. J'avais prévenu que d'abord cet incinérateur était quelque chose de dangereux,
parce qu'on avait toute une série de particules fines, de produits toxiques qui étaient rejetés dans l'atmosphère. Et j'avais également dit que le moindre incident pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la santé des Parisiennes et des Parisiens. Et bien justement, patatras, c'est exactement ce qui s'est passé le 31 mai dernier. On a eu une fumée noire qui s'est dégagée. Alors habituellement, on a eu de la fumée blanche. Je redis, même si ça fait un peu de répétition par rapport aux épisodes précédents, mais cette fumée blanche est constituée de vapeur d'eau, mais avec aussi beaucoup de substances toxiques, à la fois des particules fines, du dioxyde de carbone, des molécules bromées et ainsi de suite. Maintenant, ce qui s'est passé dans cet incident, c'est que même le filtre qu'il y avait au niveau de l'incinérateur qui empêchait ces gaz noirs s'échapper, il a dysfonctionné. Et nous avons eu cette fumée noire qui a envahi notre espace, mettant en danger la santé des Parisiennes et des Parisiens, des Ivriens et de toutes les communes alentours. Alors, les réponses des pouvoirs publics, c'était de dire mais non, ça s'est arrêté sans aucune conséquence. Vous savez, comme à l'époque de Tchernobyl, ça n'a pas dépassé le périph', c'est resté cantonné au niveau d'Ivry. Quand bien même ça serait vrai, même pour les Ivriens, nous sommes solidaires aussi des habitants d'Ivry. Mais enfin, c'est quand même de la foutaise ce truc-là. Il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Ce qui s'est passé est grave et ce dysfonctionnement peut en appeler d'autres. Et nous ne voulons pas brader la santé des Parisiennes et des Parisiens, d'autant plus que des solutions existent. Le collectif 3R, qui est en partenariat avec l'association Zero Waste, propose un plan BAUME qui est moins cher et qui est plus sûr et plus écologique par rapport à cette question des déchets. Donc qu'est-ce qu'on attend? On attend d'avoir des morts, on attend de détériorer la santé de nos enfants et de toute une population, juste pour satisfaire quels besoins? Alors justement, là je pose aussi la question au maire du 13e, puisqu'il est président du SICTOM, justement, qui est le syndicat qui s'occupe de cette question au niveau parisien. Il faut, je pense, passer à autre chose, il faut écouter les propositions de la population pour nous permettre ensemble de tracer un autre avenir qui soit un avenir radieux et qui ne soit pas un avenir qui est fait uniquement de rentabilité et de logique industrielle et de recyclage de déchets qui date du siècle dernier. Alors il y a un élément aussi sur lequel j'aimerais revenir, bien évidemment, comme je vous l'avais dit lors de la dernière émission notamment, nous effectuons de manière régulière un tour dans les différents quartiers du 13e pour voir de plus près les besoins de la population, pour échanger avec eux et voir quels sont les problèmes et comment on peut être y compris utile. Alors bien sûr, nous n'avons pas le bras long, comme on dit, nous ne sommes pas élus en tant que tels, enfin, mais quand même, le fait d'être passé à la porte de Choisy la dernière fois et d'avoir parlé de l'école Émile Levasseur, où effectivement il y avait des toilettes qui n'étaient pas accessibles pour les enfants. Voilà. Alors nous avons effectivement alerté sur cette question et j'ai appris il y a quelques jours que cette école a été refaite, que les travaux ont été refaits. Alors peut-être que c'est un hasard, un pur hasard, bon, on peut croire effectivement dans les effets du hasard. Pour ma part, étant scientifique et matérialiste, j'ai du mal avec ce genre d'argument, mais enfin, admettons. L'essentiel, c'est que ce soit fait et que les enfants de la rue Levasseur, aujourd'hui, peuvent avoir à nouveau des toilettes, ce qui peut paraître quelque chose de complètement trivial pour la majorité d'entre vous. Sachez que ces enfants en étaient privés. Donc si on a pu contribuer de quelque manière que ce soit pour arriver à ce résultat, ben, nous en sommes très contents. Et c'est tout, nous ne demandons rien de plus. De la même manière, tout ce que nous avions dénoncé au niveau de la porte de Choisy par rapport à la saleté et de tous les déchets qui traînent, il se trouve que j'étais dans le quartier il y a 2-3 semaines, et ben, j'ai remarqué qu'il y avait des améliorations. Voilà, c'est-à-dire qu'on a bien senti qu'il y avait quand même un passage par là. Je le dis de manière très claire pour qu'on ne me pose pas à chaque fois cette question. Je fais toute confiance en les personnels de nettoiement de la ville de Paris, ça n'est absolument pas le sujet. Je m'adresse notamment à la mairie parce qu'elle ne peut pas à chaque fois, notamment dans ses réponses, nous opposer au personnel de la ville de Paris que nous soutenons et dont on sait très bien qu'ils ont des problèmes de sous-effectifs et qu'ils aimeraient bien faire leur boulot et qu'ils font leur boulot comme il faut. Mais nous avons constaté là aussi qu'après notre dernière vidéo, eh ben, il y a des choses qui ont été faites. Et nous nous en réjouissons. Voilà. Donc nous continuons à faire ce travail-là. Si ça permet effectivement de faire avancer les choses pour les populations, eh bien tant mieux. Et si ça déclenche des espèces de coïncidences et de hasards dans un autre monde cosmique,
tant mieux. On continuera aussi à déclencher les hasards, même si c'est quelque chose d'assez mystique et auquel je ne crois pas. Allez, c'est bientôt la fin de l'émission, mais avant de se dire au revoir, j'aimerais revenir sur cette dernière rubrique, qui est la rubrique historique du XIIIe, pour pouvoir partager avec vous, comme d'habitude, une petite anecdote, le nom d'un personnage qui est compté dans le XIIIe, ou le nom d'une rue, d'un lieu, etc. Alors, si vous connaissez bien le XIIIe, il y a un endroit qui est proche de la rue de la Santé, donc à cheval entre le XIIIe et le XIVe arrondissement, avec une station de métro qui s'appelle Glacière, donc du nom de la rue de la Glacière, qui traverse effectivement une partie du XIIIe arrondissement. Et bien, la question qui se pose, c'est pourquoi la rue de la Glacière s'appelle rue de la Glacière. Historiquement, dans cet endroit, on avait en fait des étangs qui étaient constitués de ce que déversait la Bièvre sur la capitale. Et dans ces étangs, ils étaient souvent gelés pendant l'hiver, et donc les habitants de l'endroit mettaient à l'abri justement ces blocs de glace sous la paille pour pouvoir le revendre au printemps, soit à des riches propriétaires, soit à des commerçants, etc. Et c'est ainsi que nous avons nommé cette partie du XIIIe arrondissement Glacière, justement en référence à ce commerce finalement de blocs de glace. Alors, lorsque nous avions des hivers particulièrement doux, c'était quand même un drame parce que toute une série du commerce local s'effondrait. Donc voilà pourquoi Glacière, c'était la Glacière. C'est pas parce que c'est des usines où on a inventé des frigos dans les années 50 ou 60, comme j'ai pu l'entendre, mais c'est bien pour cette raison et qui remonte à bien plus longtemps. Alors, je vous redis merci de nous avoir suivis pour cette émission. N'oubliez pas de mettre des pouces si vous avez aimé notre émission et surtout de vous abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Parlez-en autour de vous, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés par ces contenus. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine émission. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.